Ce conflit, c'est un peu la saison 2 de Bitcoin. Ils se battent contre des moulins à vent. Lightning n'a pas été au niveau de nos espérances. Bonjour à tous et bienvenue sur Money Radar Crypto. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter quelques extraits d'une interview de Nick Carter, partenaire à la firme de capital risque Castle Island Ventures. Cette entrevue est issue d'un podcast publié par la chaîne Bankless le 27 février 2024. Carter est l'un des commentateurs les plus intéressants de l'écosystème crypto, et particulièrement du Bitcoin, sur lequel il se spécialise. Il est à l'origine du terme « Opération Choke Point 2.0 », qu'il a mentionné pour la première fois il y a un peu plus d'1 an et qui décrit le programme officieux d'isolation et de répression de l'écosystème crypto mené par le gouvernement américain. Au cours de cette interview, Nick Carter parle des dissensions qu'il voit grandir dans la communauté Bitcoin, au sein desquelles des visions divergentes s'affrontent. Il parle des ordinaux, des covenants et présente une critique à contre-courant de la Layer 2 Lightning. Son intervention, que nous allons vous présenter sans plus attendre, est passionnante et a le mérite de faire réfléchir. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Il est clair qu'il existe une division entre les bitcoiners. D'un côté, nous avons ce qu'on peut appeler les monétaristes, des gens qui pensent que le protocole Bitcoin ne devrait s'intéresser qu'au déplacement d'unités de Bitcoin. D'un autre côté, on a ceux qui pensent que le protocole devrait aussi faire d'autres choses. C'est un débat qui existe depuis le début. En 2013, si je ne me trompe pas, il y avait déjà des problèmes avec la plateforme Counterparty. Il y a aussi eu des débats sur le script Hop Return. Vitalik y a fait référence par le passé, et je pense qu'il est possible que ce soit ce moment qui l'ait poussé à aller dans la direction d'Ethereum, une fois qu'il a réalisé les limitations d'Hop Return. C'est la continuation du même débat qu'on voit aujourd'hui avec les ordinaux et les inscriptions. Peut-on créer des filtres sur le protocole pour séparer les données non monétaires? S'agit-il de spam? Les frais générés par ces utilisateurs ont-ils ou non de l'importance? Doit-il y avoir un budget sécurité? Toutes ces questions sont assez liées, et je dirais donc en général que le débat oppose ceux qui désirent que Bitcoin puisse proposer des applications plus riches et plus diverses, et ceux qui pensent qu'il doit se limiter strictement au déplacement de Bitcoin. Ce désaccord est monté en intensité récemment, en particulier avec les ordinaux. Il se manifeste aussi avec le débat autour des covenants, les conventions, et de la soft fork Hopcat. Et il va sans doute s'intensifier bientôt avec les discussions autour des roll-ups, qui à mon avis vont arriver sur Bitcoin dans le courant de l'année prochaine. On peut donc se préparer à un épisode assez houleux en perspective. À mon avis, c'est un débat idiot, car Bitcoin a toujours contenu des données non monétaires, et ce, littéralement depuis le premier bloc, dans lequel Satoshi a laissé un message. Depuis lors, les gens ont toujours trouvé des moyens d'inclure des données arbitraires dans Bitcoin, y compris des bitcoiners monétaristes qui sont aujourd'hui du côté du filtrage. Luke-JR est connu pour avoir inclus des versets de la Bible sur la blockchain en 2011, que vous pouvez retrouver si vous utilisez un explorateur. Il dirigeait aussi une pool de minage appelée Eligis, un nom qui est aussi, il me semble, une référence biblique. Aujourd'hui, les outputs Coinbase contiennent toujours des données non monétaires indiquant quelle pool a extrait un bitcoin donné. Depuis le début du protocole, les gens ont toujours trouvé des moyens d'insérer des données arbitraires non monétaires dans Bitcoin, et même en dehors de la fonction Hop Return, en utilisant par exemple des transactions mal formées. Même des développeurs très respectés et influents comme Andrew Poelstra ont fait valoir l'argument qu'il n'était pas vraiment possible d'empêcher l'insertion de données arbitraires sur Bitcoin. Même s'ils peuvent peut-être essayer de soft fork l'espace de blocs associé aux inscriptions, ça n'empêchera pas les gens d'en faire, qui continueront sans doute de trouver d'autres moyens d'arriver à ce même résultat. La vraie question est donc de savoir à quel point ces inscriptions vont être efficaces, pratiques et lourdes pour les opérateurs de nodes. Je trouve tout ce débat idiot parce qu'il me semble évident que les gens vont utiliser Bitcoin pour ce qui leur chante, et que de toute façon, l'existence d'autres types de transactions sur Bitcoin me paraît très utile. Je suis d'avis depuis longtemps que nous devrions avoir un ensemble riche et actif de différents modèles d'utilisation du réseau, qu'il s'agisse de Layer 2s ou d'inscriptions. Pour moi, les ordinaux sont super parce qu'ils amplifient l'usage du réseau et des frais. Mais d'autres bitcoiners semblent vouloir régner sur un désert où personne ne déplace son bitcoin et où tout le monde se contente de thésauriser. Beaucoup de gens semblent être partisans de cette approche, mais pas moi. Je pense que ceux qui s'opposent publiquement aux évolutions du protocole le font parce que c'est un moyen de montrer leur adhésion à la philosophie de Bitcoin et la pureté de leur fondamentalisme. C'est un moyen pour eux de se mettre en valeur pour gagner en influence. Ils se battent contre des moulins à vent. C'est une démonstration de vertu ostentatoire. Leur combat me laisse perplexe car je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait aboutir. De mon point de vue, les ordinaux sont super. Il me semble que Bitcoin est un bon hôte pour des données arbitraires comme des NFT, parce que la blockchain est petite et que nous avons un haut niveau de certitude que ces données seront toujours accessibles dans 10 ou 20 ans. Je ne vois que très peu d'inconvénients aux inscriptions,
qui permettent de codifier simplement et positivement du point de vue de l'utilisateur des insertions de données qui se font depuis la genèse de Bitcoin. Tout ce débat s'est crispé au cours des dernières années et des derniers mois. En ce qui me concerne, en 2021, on a commencé à me critiquer, et beaucoup de gens ont été irrités par le fait que j'ai investi dans des projets différents de Bitcoin. On était au début d'une sorte de guerre froide dans la communauté Bitcoin, parce que le conflit couvait encore. J'ai donc commencé à voir des fractures, même dans le camp des puristes, qui semblent maintenant être très divisés. Je pense que maintenant, ils sont en train de prendre conscience que les ordinaux et les inscriptions sont là pour rester. J'ai l'impression qu'ils ont été assez démoralisés par la réalité qui s'impose à eux. Ce conflit, c'est un peu la saison 2 de Bitcoin, et il me semble qu'il est en train d'être gagné par des gens comme Udi Wertheimer et Eric Wall, s'ils n'ont pas déjà gagné. Le terme saison 2 fait allusion à la précédente guerre civile, la saison 1, la guerre de la taille des blocs. Elle a été gagnée par les petits bloqueurs et le protocole Lightning en est sorti. Beaucoup d'efforts ont été consacrés au Segwit et à Lightning, deux thèmes technologiques qui ont caractérisé Bitcoin de 2015 à aujourd'hui. Lightning était un objectif au début de Bitcoin. C'était quelque chose que les gens essayaient de créer pour répondre au problème de la scalabilité. Une fois qu'on a eu l'idée du Lightning, la communauté Bitcoin est tombée dans une sorte de léthargie et s'est reposée sur ses lauriers, sans vraiment chercher d'autres solutions. À cette époque, il me semblait que les développeurs de Bitcoin Core et d'applications sur Bitcoin se concentraient vraiment uniquement sur Lightning. Il y a maintenant une sorte de renaissance et les gens cherchent de nouvelles solutions, en partie grâce aux ordinaux et aux inscriptions, mais aussi à cause de la désillusion causée par Lightning comme solution de mise à l'échelle. Le fait que Lightning soit encore et depuis si longtemps au centre des préoccupations de nombreux venture capitalistes centrés sur le Bitcoin me laisse perplexe. Ce protocole capte aussi l'attention de nombreux développeurs d'applications, d'infrastructures et de Bitcoin Core. La feuille de route de développement de Bitcoin Core est toujours assez centrée sur le Lightning. L'une des caractéristiques de la saison 2 et du nouveau conflit sur Bitcoin est de poser des questions comme celles qui suivent. Pourrions-nous créer d'autres choses sur Bitcoin ? Peut-on imaginer d'autres manières de faire les choses ? Si je me souviens bien, les ordinaux ont été conceptualisés vers la fin de l'année 2022. On fait beaucoup parler d'eux en 2023 et sont maintenant une partie importante de la saison 2 dont je parle. Je vois beaucoup d'évolutions en cours, de nouvelles Layer 2s, bientôt des roll-ups. Quelque part, la communauté Bitcoin est en train de faire ce qu'elle a toujours dit vouloir faire, c'est-à-dire implémenter les meilleures technologies des autres blockchains, en apprenant de leurs expériences et de leurs erreurs. Malheureusement, cela implique de faire une déclaration hérétique, et de dire que peut-être Lightning n'a pas été au niveau de nos espérances. Et c'est pour cela que c'est un processus long. C'est quelque chose que les gens semblent avoir beaucoup de mal à admettre, le coût irrécupérable que représenterait une remise en cause de Lightning, tant sur le plan intellectuel que sur le plan économique, c'est très difficile à accepter. Une grande quantité de capital et d'heures de développement ont été englouties dans ce projet. Mais si l'on regarde froidement les données de Lightning, les statistiques et la traction du protocole, on se rend compte que bien que Lightning soit utile pour certains types de transactions et utilisé sur certaines niches, ce n'est pas la panacée. Ce n'est clairement pas la méthode de mise à l'échelle qui amènera Bitcoin à la terre promise. Il me paraît clair que ce n'est pas avec ce protocole que l'écosystème va s'enrichir, et je pense avoir un point de vue relativement éduqué sur ce genre de choses. Je pense qu'il est temps d'explorer des alternatives. Nous nous sommes vraiment démenés pour essayer de faire fonctionner Lightning. Nous avons réussi à faire le Segwit, à corriger un bug de malléabilité, et nous nous sommes battus lors de la guerre civile précédente dans un unique but, pour dire « Il n'est pas nécessaire d'augmenter la taille des blocs. Nous avons une alternative, Lightning, qui nous permettra de gagner en scalabilité. » Bitcoin Core a été centré sur Lightning au cours des 5 dernières années, et on y a investi des centaines de millions de dollars en fonds de capital risque. Ça ne semble peut-être pas être une somme énorme, mais dans l'écosystème Bitcoin, c'est beaucoup. Elle a servi à développer l'infrastructure et les applications de Lightning. Au fil du temps, nous avons commencé à accumuler de plus en plus de données sur l'utilisation de Lightning et sur ses inconvénients. Nous avons appris ce que certaines personnes avaient déjà théorisé, comme Kyle Samani en l'occurrence. Je me rappelle qu'il avait dit il y a des années que Lightning n'était pas capital efficient et que la complexité de l'expérience utilisateur était un problème important. Nous investissons dans des entreprises Lightning et je ne veux pas les dénigrer. Je pense que c'est un protocole qui est toujours utile dans certains contextes, indéniablement. Mais je pense que nous sommes arrivés à un point où nous savons que les défis auxquels il a affaire sont des défis fondamentaux et non simplement contingents. Ils ne seront pas résolus par plus d'investissement ou de ressources. L'un de ces défis est le coût et la difficulté de préfinancer un canal, ce qui est très peu intuitif du point de vue de l'expérience utilisateur, et le fait qu'il fasse immobiliser du capital dans le réseau pour financer des transactions. C'est un fonctionnement très différent de celui de la blockchain.
Et c'est un problème qui est lié à l'architecture même du réseau, et non pas une simple question de design. C'est la raison pour laquelle la plupart des transactions sur Lightning aujourd'hui se font par le biais de tierces parties plutôt que directement. Il semble maintenant clair que les utilisateurs lambda ne vont pas utiliser Lightning de la manière qui était prévue, mais de façon plus centralisée. Il n'y a pas de mal à ce que des systèmes de paiement se développent, mais il semble que les données sont maintenant suffisamment claires pour que nous nous penchions sur des alternatives. Une innovation très intéressante en cours de développement, c'est BitVM, qui représente un bond en avant technologique catalytique. Je suis très enthousiasmé par le projet après avoir passé pas mal de temps avec Robin, son concepteur, mais il en est toujours à un stade théorique. Il y a déjà des projets qui disent se baser dessus, mais BitVM existe à peine. On en est encore au niveau conceptuel. Je pense qu'il existera vraiment dès cette année, mais pour moi ce n'est pas encore le cas. Mais le projet me paraît tellement enthousiasmant que je vais faire une prédiction. Je pense que l'infrastructure de BitVM permettra de développer de véritables roll-ups optimistes sur Bitcoin. Avant de connaître ce projet, nous avons financé des L2 alternatives sur Bitcoin. Mais ce projet promet d'accélérer grandement les choses sur Bitcoin puisqu'il rend possible la création de L2s sans avoir à faire de soft fork. C'est essentiel parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans le groupe de développeurs de Bitcoin Core, même si les gens en général ne sont pas au courant de ça. Donc, pour une raison ou pour une autre, ceux qui auraient défendu une soft fork sont déjà passés à autre chose. Difficile donc d'en imaginer une dans les 12 à 24 prochains mois, et BitVM permet de contourner ce problème. L'une des raisons derrière ces démissions en répétition est que de faire avancer Bitcoin Core, c'est comme tenter de faire tourner un porte-avions, à la différence que les porte-avions, eux, finissent par bouger. Bitcoin Core évolue à une lenteur extrême. Il y a bien sûr beaucoup de travail qui est fait pour éradiquer les bugs et pour le maintenir à jour avec les nouveaux développements des systèmes d'exploitation, mais il est bloqué par des discussions qui n'aboutissent pas. Il y en a sur les soft forks et aussi sur les covenants, mais il y a tellement de propositions différentes que les gens ne savent pas laquelle soutenir, et cela génère une sorte de stase. C'est un problème politique qui empêche les gens de choisir une approche spécifique des covenants. Beaucoup attendent qu'une proposition sorte du lot pour la soutenir. Et beaucoup de nos champions historiques, qui ont été derrière Taproot ou Segwit, et qui pourraient influencer le résultat, sont à la retraite. Cela est aussi dû au fait que Craig Wright a harcelé tous les principaux développeurs et les a poursuivis en justice. Et donc, on ne peut pas les blâmer de s'être mis en retrait. On peut aussi citer le stress post-traumatique dû à l'activation de Taproot ou de Segwit, qui a pu être très difficile pour eux. Bref, nous sommes dans une situation de blocage au niveau des covenants, ce qui est assez frustrant parce qu'à peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'ils sont nécessaires. Pour les définir largement, un covenant est une transaction permettant de définir les conditions de cette transaction. Concrètement, cela permettrait par exemple de mettre en œuvre des procédés de récupération automatique. Par exemple, si on détecte une transaction inhabituelle, comme dans le cas d'un piratage, un covenant permettrait de rediriger vos fonds vers un coffre-fort. Cela est possible parce que les conditions d'une transaction réussie ont été définies antérieurement. Cette innovation ouvrirait beaucoup de possibilités, notamment dans le cadre du débat de l'intégration du Sud global et de ses centaines de millions d'utilisateurs potentiels. Beaucoup pensent que les covenants permettraient de faciliter le processus, et certains accusent les anti-covenants d'être classistes, parce que sans cela, les frais seraient probablement prohibitifs pour les gens les plus pauvres. Même si je suis pro-covenants, cet argument ne me semble pas être très convaincant, car je pense qu'il y a d'autres possibilités avec les L2s et aussi de multiples façons d'intégrer plus d'utilisateurs. Exchanges, banques Bitcoin, sidechain, etc. Bref, ceci est aussi un débat qui se déroule au cœur de Bitcoin en ce moment. Bitcoin est statique depuis 5 à 7 ans maintenant, et il me semble que nous avons besoin d'une approche basée sur l'évaluation des données. Jusqu'à présent, nous avons une approche têtue, basée sur des raisonnements a priori et non empiriques. C'est ma principale critique des bitcoiners. Ils rejettent les données et les statistiques qu'ils semblent considérer comme immorales. Les stablecoins sont un autre élément de ce débat. Cela fait des années que je dis qu'elles prennent en importance, et j'ai écrit en 2020 un article intitulé « Crypto Dollars » dans lequel je disais qu'elles représentaient déjà 30% de la valeur échangée sur les blockchains et que cela allait en augmentant. En 2023, on a atteint 70 à 80% du volume sur les stablecoins, ce qui m'a fait dire que Bitcoin était en train de perdre la bataille du moyen d'échange, de l'unité de compte et du collatéral. Quand j'ai demandé à mes collègues quelle était notre stratégie, on m'a rétorqué que ces données n'étaient pas pertinentes et que je devais allonger mon horizon temporel. Selon eux, on peut ignorer ces données parce que dans quelques décennies, les gens n'utiliseront plus le dollar, mais le Bitcoin pour transacter. Mais ce que je leur ai dit, c'est que je me fichais des décennies à venir. Désolé, mais je me soucie d'aujourd'hui, des quelques années à venir, pas d'un futur idéaliste et indéterminé, dans lequel les dollars ne sont plus utilisés à cause de l'hyperinflation. Ceci est un autre conflit de vision. Je me base sur les données du monde réel, c'est mon travail.
En tant qu'entrepreneurs de capital risque, nous devons anticiper les évolutions futures et donc être au plus près de la réalité. Mais les bitcoiners semblent être assez hostiles à cette approche. Lightning et son débit sont un exemple très parlant de ça. Cette couche règle au maximum 2 milliards par an de transactions, si on exclut les chaînes privées, qui ne sont pas mesurables et qui de toute façon ne feraient pas beaucoup changer ce nombre. Et on peut se dire, tant mieux, ça fait beaucoup de transactions individuelles. C'est utile pour les réseaux sociaux et la monétisation du contenu, ce qui est vrai. Les stablecoins, en 2022, ont atteint une valeur d'environ 10 trillions de dollars, ce qui est comparable au débit de Visa. Cette somme était en baisse en 2023, mais remontera sans doute en 2024. 10 trillions contre 1 milliard de dollars, c'est 10 000 fois plus. 10 000 fois plus. Dans cette situation, comment ne pas penser que nous avons raté quelque chose, une façon de mettre Bitcoin en synergie avec les stablecoins. Mais il y a un refus général de ce type de raisonnement, parce que les stablecoins ont une mauvaise image. Je dois dire cependant que cela commence lentement à changer. Mais ce sujet est aussi une autre source de frustration pour moi et un exemple du refus des bitcoiners d'utiliser la méthode empirique.